je n'ai suivi que ma foi chrétienne. Hein. Autrement, rien ne m'invitait à faire ça. Mais je l'ai fait. Et je suis très content parce qu'aujourd'hui, je n'ai plus à... Je me suis extrait de la dualité. Je suis plus en guerre contre... Je suis résistant face à la mafia, bien sûr. Face au CRIF. Alors, ce qui est drôle, c'est que j'ai pu m'entretenir avec des gens de la mafia, avec qui j'avais été en guerre, et je leur ai expliqué la sincérité de ma démarche. Et ils m'ont dit non, jamais. Jusqu'à la fin des temps, il faudra que vous... J'ai dit, ah, c'est marrant. Et je leur ai dit, on va se retrouver, voilà. Et vous allez m'implorer la pitié. Et je vous l'accorderai. Bienvenue dans cette nouvelle interview en studio du Média en 442. Aujourd'hui, je reçois Dieudonné Mbala Mbala. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation. C'est un honneur que vous nous faites. Ah ben écoutez, avec plaisir. Je suis pas parisien, donc effectivement, il a fallu que je me déplace dans les embouteillages. Il faudra pas que je tarde d'ailleurs, parce que j'ai un bracelet électronique et que je suis autorisé à sortir un certain nombre d'heures dans la journée. Là, c'est 18 heures. Enfin bon, bref, grosso modo, il faut que je sois chez moi, sinon ça sonne. Voilà, en tout cas, on est prévenu. Voilà, comme ça, c'est fait. Alors, meilleur humoriste français, mais aussi le plus controversé, le plus indésirable, jusqu'à en devenir infréquentable. Vous faites actuellement votre grand retour, on peut le dire, dans les médias en tout cas alternatifs, mais oui. pas que. Alors, vous l'avez dit, vous n'êtes pas venu seul, vous êtes venu avec... ce fameux bracelet électronique qu'on montrera si vous êtes d'accord d'ailleurs. Avec grand plaisir. Je peux même vous voilà, je sais pas si on le voit dans le gros plan. Voilà, c'est un bracelet, vous voyez, noir. Voilà, j'ai des chaussettes blanches. Enfin bon, c'est une médaille parce que pour l'artiste que je suis le premier artiste à avoir été condamné près de 35 fois. C'est absolument hallucinant. Il y a eu effectivement une volonté politique de me faire taire définitivement. Et puis je le porte, ce bracelet, comme une mémoire, un lien entre moi et mes ancêtres, entre moi et les Kanaks, moi et les Guadeloupéens, moi et les Martiniquais, et tous les colonisés d'Afrique centrale évidemment, et du Maghreb d'ailleurs, parce que oui, c'est une pression exceptionnelle faite sur un artiste du jamais vu. Et c'est intéressant parce que maintenant, quand j'ai ce bracelet à la cheville, je vis tout ça. J'ai comme si mes ancêtres me parlaient. C'est comme si là, le peuple kanak était devant vous et vous parlait. Nous avons toujours été sous le contrôle, sous la domination militaire, armée, de l'Occident et d'une France blanche et raciste. Et aujourd'hui, moi je suis là et je suis content d'être... Alors ce n'est pas seulement une histoire ethnique, quoique quand même, on le voit en Nouvelle-Calédonie, c'est uniquement le racisme, ou en Guadeloupe et en Martinique, mais c'est aussi le peuple français qui découvre qu'il est lui aussi traité comme un esclave d'un système qui ne le reconnaît comme un animal, quoi, avec ses vaccinations obligatoires, et ça c'est intéressant parce que c'est la grande union qui est en train de se faire entre ce peuple gilet jaune, ce génie français, et puis ces Français afrodescendants qui eux portent avec beaucoup de patience, on va dire, le poids, le fardeau comme ça de l'injustice depuis tellement longtemps. Alors, je vous ai vu il y a quelques semaines, vous êtes allé jouer au Liban. Oui. Et pour moi, vous n'aviez pas de bracelet électronique. Non, je l'ai eu au retour du Liban. Et alors, ce qui se passe, c'est pour les spectacles, quand je passe plus d'une nuit à l'extérieur de chez moi, ils me retirent le bracelet, c'est-à-dire en suspension, et ils me le remettent quand je rentre. Parce que on ne peut pas, voilà, c'est comme ça, c'est la règle du truc. Et donc, mais ça repousse d'autant votre peine, quoi. Donc moi, j'en ai pour, là, si avec les tournées et tout ça, j'en ai pour plusieurs années, j'ai envie de dire, avec ce bracelet. Mais moi, je suis né avec un bracelet électronique, comme beaucoup de Français, comme tous les Noirs en France, de toute façon.
De toute façon, qu'est-ce qu'ils peuvent me mettre de plus que ce qu'ils ont fait à mes ancêtres, ces gens-là? Donc, et je suis très content de voir ce qui se passe aujourd'hui chez les Kanaks, parce que je me sens Kanak depuis très longtemps. J'ai eu la chance de faire une rencontre avec les Kanaks. C'était pendant mon service militaire, dans les années 80, 84. Et j'étais dans un camp disciplinaire, comme beaucoup de jeunes issus des quartiers de Paris, enfin, banlieue parisienne. On était quasiment tous envoyés là-bas, et dans la forêt noire, et j'ai rencontré les Kanaks, quoi. Et ça a été un moment extraordinaire. Et vous en avez fait un spectacle d'ailleurs. Alors oui, j'en ai fait, j'en ai parlé parce que ça m'a touché. FLNKS, je bombais dans le métro FLNKS parce que en fait, comme dans les prisons, dans les camps militaires, on se regroupe entre ethnies en fait. Alors vous aviez les Maghrébins avec les Maghrébins, les Noirs, les Kanaks, les Antillais, puis les Blancs, et j'ai découvert un autre monde. Les Kanaks n'ont jamais été français et ne le seront jamais. Et quand on dit la France aux Français, moi je suis plutôt d'accord. Je trouve ça ridicule, cette organisation d'un brassage de force qui correspond à rien du tout. Et quand je vois aujourd'hui la plupart de mes compatriotes d'origine africaine, maghrébine, la plupart, ils ont envie de rentrer à un moment donné, quoi. Et ce qui serait bien, c'est que cette rémigration, elle soit possible, elle soit encouragée sur le plan politique. Ce n'est pas le cas. On a vraiment la sensation qu'ils essayent de créer le chaos ici, pour tuer la France. Il y a certainement un projet là-dedans. Alors c'est intéressant ce que vous nous dites sur les Kanaks, parce que c'est pas du tout le discours qu'on entend dans les médias de masse. Là en ce moment, l'état d'urgence aurait été levé en Nouvelle-Calédonie. Ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. La domination occidentale blanche, c'est terminé. Et je pense que le Mali, le Burkina, le Niger, toute l'Afrique est en train de chasser la présence française. C'est dommage, parce que ce sont des gens qui parlent le français, il y aurait vraiment toutes les bonnes raisons. Moi, je suis la France-Afrique, biologique. Donc, je comprends pas que ça disparaisse. C'est impossible, c'est inconcevable. Eh bien, si. Et je pense que le fait que les élites blanches, que Piotr Tolstoï appelle dégénérés, je sais pas comment les appeler, moi, mais le fait qu'effectivement, il y a un fossé culturel, et surtout avec la coutume kanak, là, c'est inconcevable d'imaginer de suivre un chef blanc homosexuel. Ça, c'est strictement impossible. C'est inconcevable. Et c'est comme ça. Et il y a pas du tout d'homophobie. Il a un parcours de vie qui est le sien. Il y a certainement des souffrances aussi, parce que je pense que c'est une population qui a été malmenée, maltraitée, injustement. Mais il ne peut en aucun cas parler et éduquer mes enfants et donner des leçons et nous imposer maintenant dans les écoles des transsexuels, des drag queens. Écoutez, tout ça reste du spectacle parisien dans des cabarets, mais certainement pas dans les écoles, quoi. Voilà, c'est comme ça que moi je vois les choses. Et il y a beaucoup de gens qui ont ma culture aux Antilles, en Afrique, chez les Kanaks. On pense tous pareil. C'est juste l'homme blanc a pris une direction, c'est la sienne. Bon, il est temps qu'on puisse avoir des espaces à nous où on ne soit pas obligé de subir en fait ce type d'individu, et puis qui est encore, je dirais que les lobbies, c'est toujours dangereux. Vous savez, le lobby homosexuel français, pas d'amalgame, il ne représente pas les homosexuels, mais il est encore plus méchant, plus refermé sur lui-même. On le voit dans le monde de la culture, du cinéma, tout ça. C'est un lobby hargneux, très communautariste, très centré sur lui, et qui manque énormément d'ouverture. C'est vraiment pour moi, c'est l'obscurantisme. Mais bon, ils vous diront que c'est moi l'obscurantisme, c'est moi le rétrograde, c'est moi le fasciste, tout ce que je voulais. Si c'est ça, être fasciste, c'est être père de famille, et de penser qu'il n'y a qu'un père de famille qui peut diriger une nation, ou une mère de famille. Mais certainement pas quelqu'un qui a choisi cette voie qui est une voie que je ne jugerai pas, mais qu'on ne va pas m'imposer et qu'on n'imposera pas à mes enfants. C'est aussi ce genre de discours et cette critique surtout de l'homme blanc qui vous a valu autant de soucis. Et j'ai une question, je vais me permettre, Dieudonné, si je peux vous appeler Dieudonné, vous êtes d'accord? Bien sûr, bien sûr. Je vais me permettre, j'ai l'impression que vous êtes comme à la maison ici.
D'ailleurs, votre tenue, on Ouais. est la preuve. Ouais. Je vous ai pas vu dans les autres médias alternatifs Ouais. vous habiller de la sorte. Alors, Alors, expliquez-moi votre tenue. alors ma tenue, l'Afrique sur le cœur, l'Afrique verte du colonel Kadhafi, du dernier grand roi d'Afrique, évidemment, qui était pour moi une grande source d'inspiration, qui était un homme extrêmement respecté, qui a été exécuté, donc lui et son peuple, par l'OTAN. Ce même OTAN qui aujourd'hui est en difficulté face à la Russie. Je regrette que Vladimir Poutine ne se soit pas mobilisé pour protéger ce pays et le peuple libyen à cette époque-là. J'étais à côté de Kadhafi, moi, en 2011, au moment où l'OTAN, avec un groupe d'artistes africains et franco-africains, avec Ginette Scandrani aussi, qui l'avait bien connu. Grâce à elle, donc, on a pu rencontrer le colonel Kadhafi et soutenir, parce que vous savez que il a fait tellement de bien aux Africains, aux subsahariens. On peut dire que le colonel Kadhafi souhaitait une Afrique unifiée. Oui. Il voulait créer une espèce de monnaie unique. C'était son projet. Ah oui, puis il y a un racisme anti-noir dans les pays du Maghreb. Et lui, c'était l'inverse. Lui, il disait aux Maghrébins, tournez-vous vers vos frères africains qui sont au centre, là, qui ont la peau noire. Mais ce sont nos origines. Et puis, il avait aidé Mandela. Quand Mandela est sorti de 27 ans de prison, la première personne première, on va dire, visite officielle qu'il a fait, c'est pour aller voir Kadhafi, pour le remercier de l'avoir soutenu, lui et sa famille. Kadhafi qui a soutenu aussi les Kanaks, qui a soutenu les résistants aussi et les patriotes martiniquais, guadeloupéens. Oui, parce qu'on peut peut-être souligner qu'en Nouvelle-Calédonie, et ça peut-être que certaines personnes ne le savent pas, il y a beaucoup de Nord-Africains, la population nord-africaine qui a été déportée en Nouvelle-Calédonie. Oui, oui, tout à fait. Il y a un lien très très fort entre la Nouvelle-Calédonie et l'Afrique. D'ailleurs, ce sont ethniquement, on est très proches, et c'est vraiment la coutume, c'est-à-dire la relation entre l'homme, l'humain et le reste de l'univers, c'est quelque chose qui se rapproche vraiment de nos croyances aussi, Nzamba. Je pense que aujourd'hui, ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, ça nous parle. Alors moi, je connais très très bien parce que j'y suis allé plusieurs fois. Je vous ai expliqué l'origine. J'étais tout jeune, je faisais mon service militaire. Et puis là, avec ce qui est en train de se passer, il y a un grand mouvement beaucoup plus large qui est en train de se mettre en place. Un conseil national de transition. On m'a demandé d'être le porte-parole, donc les Kanaks m'ont demandé d'être porte-parole. Oui, parce qu'il va falloir aussi faire le lien maintenant sur le plan international et reconnaître la Kanaki. Il y a pas de solution avec le monde blanc. Il y a pas de discussion possible. Donc il faut qu'on s'organise et que le Niger, tous les pays d'Afrique reconnaissent l'Algérie en premier lieu. L'Algérie qui est un pays aussi ce qui se passe en ce moment en Kanaki, c'est ce qui s'est passé en Algérie. C'est qu'à un moment donné, le peuple prend les armes pour se libérer. Et voilà. Et donc, j'espère que l'Algérie sera le premier, comme ils l'ont fait pour la Palestine, d'ailleurs, un des premiers pays à reconnaître, faire une ambassade de Kanaki. Donc moi, je vais y travailler au sein du Conseil national de transition kanak. On va demander ça. Et pareil avec les Guadeloupéens, parce qu'en fait, c'est tous ces Noirs français, afro-descendants pour la plupart, qui vont simplement aider leurs frères kanaks à trouver leur indépendance maintenant. C'est un long cheminement. Et pareil pour la Guadeloupe, évidemment, et la Martinique, et la Guyane. Je ne vais pas parler de tous, mais bon. Oui, mais merci de nous en parler en tout cas, parce que ce sont des informations, en tout cas, dont on n'a pas connaissance. Ce qui est absolument extraordinaire, si vous voulez, c'est que tous ceux qui vous parlent de la Nouvelle-Calédonie, rien que cette expression déjà, est une trahison de la réalité. C'est-à-dire, nouvelle de quoi? Les gens étaient là avant, de quoi vous parlez? Bref, c'est toujours des Blancs qui viennent vous expliquer « Non, on va faire un référendum. » Mais faites un référendum. Faites ce que vous voulez, en fait. Mais partez. Partez de Guadeloupe. Mais on était là... Alors, ils peuvent vous dire qu'en Guadeloupe,
par exemple, certains blancs qui osent des béquets, qui osent dire on était là avant vous. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont d'abord exterminé les Indiens en arrivant sur l'île, et ils ont fait venir des Africains. Mais là, on est extrêmement nombreux, là-bas. On est majoritaire, là-bas. Donc, il faut partir. Simplement parce que ça ne fonctionne pas. Le brassage ethnique ne fonctionne pas. Vous le voyez en France, il y a des Français qui souffrent dans certains... On en a marre, on ne se reconnaît plus. C'est vrai. Donc, il faut organiser les choses pour que chacun chez soi est Dieu pour tous. Et qu'on puisse vivre et voyager. C'est-à-dire que les gens aillent, les touristes français blancs aillent là-bas, super, c'est beau, puis qu'ils reviennent. Et puis de la même façon, pour les touristes africains, ils viennent ici, et puis ils repartent. Pour que les gens se sentent bien. Parce qu'aujourd'hui, on le voit bien, il y a des intérêts derrière cette obligation, enfin, cette volonté d'organiser un brassage qui va qui tue les coutumes, qui tue les identités, qui tue la culture, qui tue tout en fait. Maintenant, on regarde tous des films américains, mais c'est pas la culture de notre monde, de notre société. Il y a en Iran, ils étaient les premiers à combattre contre l'hollywoodisme, c'est un rouleau à compresseur qui a détruit une bonne partie du monde du cinéma, qui était très riche partout avant. Et je pense que ce serait vraiment formidable qu'on puisse... Tout ça, ça veut pas dire qu'on n'ait pas la possibilité d'aller les uns chez les autres, et que un blanc qui a grandi en Kanaki, bah il peut rester là. Un Français qui veut aller là-bas, il faudra juste un coup de tampon sur voilà. Oui, parce que j'allais vous poser la question. Vous êtes tout de même le fruit d'une union, d'un brassage ethnique, tout de même. Mais qui s'est fait par l'amour, contrairement, on va dire, aux Antilles ou chez les Kanaks où c'était le viol systématique. Moi, c'était 2 étudiants qui se sont rencontrés. Voilà, ma mère bretonne, mon père camerounais, et voilà, ils se sont rencontrés. En épousant mon père, ma mère est devenue Nwundo, Ngwan Nwundo, et donc mon nom c'est Dieudonné Mbala Mbala. Voilà, je suis né comme je suis noir, et alors on me dit toujours oui, mais t'es noir et blanc. Non, on n'est pas noir et blanc, on est noir. C'est comme ça. C'est-à-dire que je suis noir ici, et quand je vais en Afrique, je suis pas blanc, je suis métis. Ils appellent ça métis parce que c'est un peu moins... Mais j'ai jamais été blanc de ma vie, jamais. Pas une seule fois. Donc j'ai pas de problème avec cette réalité-là. Et puis, je dis à tous les Noirs qui me regardent et qui m'écoutent, quoi que vous fassiez, même si vous êtes le meilleur dans votre spécialité, vous resterez un pauvre Noir, un pauvre nègre. Parce que cette société ne veut pas de vous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien cette société, elle fait la promotion culturellement. Bon, moi je sais que je n'appartiens plus à la propagande culturelle. Enfin, j'en ai été éjecté, mais c'est-à-dire que on ne veut pas que cette émancipation, cette culture nègre, elle ne correspond pas à l'époque. Parce que je vous dis, la propagande LGBTQ+, qu'ils essayent d'imposer partout dans le monde, c'est impossible. Déjà, on ne peut pas faire rire avec ça, c'est pas drôle. Moi, je suis un humoriste. Alors, il y a des sortes d'humour à l'époque. Je viens d'une époque où on riait volontiers avec Poiré-Séraud, par exemple, dans La Cage aux Folles, de ces soirées mondaines, parisiennes, où les hommes se déguisaient en femmes. C'était pour faire rire. C'était pas pour être à l'Assemblée nationale ou pour nous dire comment on doit élever nos gosses. C'était pas ça. C'était pour rire. Vous aussi, vous en avez joué avec le rôle de Pépita. Ben oui, Paprika. Paprika, pardon. Mais j'en ai fait plein. J'ai même fait un film avec Valérie Lemercier, le Derrière, ça s'appelait. Mais c'était pour faire rire. Voilà. Et je veux dire, aujourd'hui, c'est sérieux. C'est-à-dire que vous avez la menace, le chantage à l'homophobie qui est arrivé. Et on peut plus rien dire. On peut plus. Et dans le monde de la culture, des médias et de la politique, c'est un plateau qui devient quasiment homosexuel. C'est-à-dire, c'est incroyable. Et ils veulent nous parler. Là, on a vu avec le Premier ministre, qui était avant ministre de l'Éducation et de la Jeunesse. C'est extraordinaire. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que ce monde? Alors, moi, quand j'entends les Russes, là, Piotr Tolstoï, que j'aime beaucoup,
Alors eux, ils sont un peu rustiques, c'est-à-dire ils disent que en fait on est dans un monde de dégénérés, enfin ils disent ça, de pervers. Je ne sais pas si c'est de la perversion, si le mot est bien choisi, parce que c'est peut-être que des gens, je sais pas, ils sont comme ça, ils ont envie d'être. Il n'y a pas de problème, en fait, chacun est comme il veut. Mais par contre, qu'on nous impose ça, non, c'est pas possible. Quand je dis ça, c'est cette propagande. Il y a la plupart des homosexuels, je me souviens au moment du mariage pour tous, avec qui j'ai discuté, me disaient mais non, nous on n'est pas, c'est pas la même chose. Un mariage entre un homme et une femme, et un mariage, c'est pas la même chose, je sais pas pourquoi ils veulent. Et donc ils se sentaient pris en otage par rapport à une mafia homosexuelle. Et un peu la même chose pour les juifs qui ne se sont pas représentés par la mafia juive qui tient une bonne partie des médias et qui n'ont rien à voir avec la population juive de France, quoi. Et on le voit avec en ce moment avec tous ces juifs de bonne volonté qui sont émus par rapport à ce qui se passe à Gaza et qui disent stop, arrêtez. Mais la mafia est plus forte. Et c'est pas eux qui. C'est un peu comme en Italie, si vous voulez. La mafia, c'est la mafia. Ils ont les juges, ils ont les médias, ils ont tout, quoi. Et ben c'est la même chose dans notre pays. On est face à une mafia et ça fait un bout de temps que je me bats contre cette mafia. Pas tout seul, hein, mais on est un certain nombre. Beaucoup, d'ailleurs, sont tombés au combat. Et je fais partie de cette dernière résistance-là. Mais enfin, on est encore... Mais justement, belle transition, parce qu'on va en revenir à vous. Est-ce que c'est cette mafia qui a voulu vous faire taire à tout prix? C'est cette mafia. Est-ce que c'est cette mafia qui a empêché ce spectacle Dieudonné sous bracelet électronique d'être joué en France avec les nombreux arrêtés préfectoraux? Ils ne s'en sont jamais cachés. Hein. C'est-à-dire, c'est le CRIF, donc pour parler d'eux, c'est on va dire c'est la Camorra, là, c'est la Cosa Nostra. Là, c'est vraiment le centre. C'est des gens qui vont se servir d'autres juifs comme d'un bouclier humain. Hein. Moi, les juifs que j'ai pu rencontrer suite à une démarche de pardon, on en parlera peut-être un peu plus tard, se plaignent. Ils disent, nous, on n'est pas représentés par ces gens. Mais ces gens-là, c'est la mafia, parce qu'ils ont l'argent, ils ont les politiques, dîner annuel du CRIF, donc où là, même le président vient quasiment baiser la bague du parrain, et puis l'argent. Parce que c'est un pays, alors très très proche d'Israël, évidemment. C'est un pays qui est, et là on l'a vu avec ce qui se passe à Gaza, là ils sont aujourd'hui dans une sorte d'hystérie où là les étudiants français sont des antisémites, la LFI antisémite, tout le monde est antisémite. Et même moi, je dirais que moi ça faisait déjà un petit bout de temps que j'étais traité de la sorte, mais après ma démarche de pardon, j'ai quand même rencontré des juifs, on va en parler, qui malheureusement n'ont pas la parole. Alors je parle à leur place, ils n'ont rien à voir avec cette mafia. Et le problème, c'est qu'ils vont être victimes d'un amalgame, comme ce qui est en train de se passer avec Israël aujourd'hui. Je sais pas comment on va finir cette histoire, mais bon, c'est vrai qu'ils ont la bombe atomique, alors peut-être qu'ils vont entraîner tout le monde dans leur déchéance, leur chaos. Voilà, c'est la différence avec Cosa Nostra, Totorina, c'est que le parrain de la mafia israélienne, Netanyahou, il a la bombe atomique. Il a l'argent et la bombe atomique. Donc c'est sûr que c'est dangereux. Dangereux. Et bon, c'est comment ils vont, comme leur défaite est inévitable, puisque c'est le monde entier maintenant qui contre eux, même ce tribunal fantoche, enfin ridicule de la Cour pénale internationale, qui n'a fait que juger des Africains pour l'instant. Même eux, ils sont obligés de dire bon, quand même, faut arrêter. Donc bon, pour l'humoriste que je suis, c'est une période extraordinaire. C'est une période extraordinaire, c'est aussi une période certainement difficile aussi. Comment vous avez, toutes ces années, comment vous avez finalement essayé de rebondir face à toutes ces attaques, toutes ces interdictions, cette censure finalement? Et je vous ai dit, là c'est des arrêtés plus... vous avez fait votre cas, a fait jurisprudence aussi. J'ai une loi, enfin... La jurisprudence Dieudonné. Ouais, j'ai l'ordonnance du Conseil d'État du 9 janvier 2014 qui permet d'interdire a priori un événement culturel, avant qu'il ne se... Voilà.
C'est ma jurisprudence. C'est fort de cette jurisprudence qu'on interdit aujourd'hui les meetings, les machins, les groupes, les machins. Bon, voilà. Mais je suis pas le seul. À l'époque, Robert Forisson avait sa jurisprudence, la loi Guesso. Soral en a une aussi. Bon, il y a des gens qui ont inspiré des lois. Voilà. Le Pen aussi. C'est des gens qui viennent de parcours complètement différents, mais qui sont à un moment donné confrontés à la mafia qui a pris le pouvoir dans ce pays. Et donc, c'est vrai que... Mais ce que je veux dire, c'est que vous dites que vous êtes né pour devenir humoriste, c'est votre métier, c'est votre passion. Oui. Donc, quand quelqu'un vous empêche, en fait, de vivre de votre passion, qu'est-ce qui se passe en vous? On a vu à un moment donné, il y a eu le dieu d'Obus. Comment vous avez pu le financer? Est-ce que vous avez gagné de l'argent avec ces spectacles? J'ai toujours gagné ma vie en faisant des spectacles. Moi, au moins, on sait d'où vient mon argent. Hein. C'est des places de spectacle en fait, ça n'a jamais désempli, en fait. Et plus les choses vont, plus... Là, ils m'ont mis un bracelet à la cheville. Et pour moi, si vous voulez, alors, évidemment, c'est pas facile, c'est de la pression, c'est une peine, puisque je suis détenu à domicile, et donc j'exécute... C'est une semi-liberté. J'exécute ma peine. Non, enfin, c'est détenu à domicile. Parce qu'il y a le régime de la semi-liberté aussi, où vous dormez en prison. Mais là, c'est autre chose. C'est-à-dire que, ça coûte moins cher à l'État, et puis, ça vous permet de travailler. J'ai 5 enfants à charge. Donc voilà, ça permet de continuer à permettre à vos enfants de manger, d'aller à l'école. Donc, mais c'est un système qui se mord la queue parce que c'est schizophrénique en réalité. C'est-à-dire que soit effectivement j'ai représenté un danger ou j'ai fait quelque chose et à ce moment-là c'est pas normal de me laisser en liberté. Soit c'était politique. Effectivement, Valls s'était vanté de me faire taire, de me neutraliser. Et c'est la mafia qui demande, parce que là, c'est le CRIF qui demande mes interdictions. Le CRIF, je crois que il y a plusieurs déclarations, notamment le CRIF, c'était à Grenoble, qui a dit, Dieudonné n'a plus rien à faire sur notre territoire. C'est extraordinaire. Il faut que les Français l'entendent. Pour le CRIF, pour la mafia, la France, c'est un territoire comme Gaza. C'est un territoire, voilà, pour eux. Alors pour eux, qui ne représentent pas encore une fois les Juifs, mais il faut toujours le préciser, parce qu'il y a des Juifs qui sont à mes côtés et derrière moi maintenant, pour dire non, on n'est pas représenté par ces gens-là. Moi j'ai la chance aussi d'avoir la double nationalité camerounaise. Et il y a au Cameroun une communauté israélienne importante, avec qui j'ai sympathisé, qui n'ont rien à voir avec... là j'ai été un peu déçu de leur comportement. Je vous le cache pas par rapport à ce qui se passe, où ils se sont rétrécis dans leur tête et ils ne voient pas que ils sont en train d'aménager la fin d'Israël. Pour moi, ce qui se passe à Gaza, c'est la fin d'Israël. Dans l'impunité totale dans leur tête, comme s'ils avaient affaire à des animaux, ça c'est pas possible. Et ça c'est le peuple israélien qui va le payer le prix fort. Et les quelques amis israéliens que j'essaye de leur dire, mais c'est très dur parce qu'il y a l'endoctrinement qui est très très puissant. En tout cas, le Cameroun et Israël, ils ont développé un système de sécurité, notamment, ça a permis de combattre Boko Haram. Enfin bon, c'était vraiment un lien très puissant, très fort. Mais avec ce qui se passe là aujourd'hui à Gaza, je sais pas. Je connais pas l'avenir. La rue camerounaise est évidemment pro-palestinienne, comme la rue française, comme les rues du monde entier. On peut pas accepter les images qu'on voit. On peut pas accepter des bombes de plus d'une tonne sur des tentes. Enfin bon. Là, Netanyahou a dit que c'était une erreur. C'est une énorme erreur. Mais bon, est-ce qu'on peut dire que Auschwitz c'était une erreur? Donc, on peut pas comparer. Enfin, on fait ce qu'on veut. Moi, je fais ce que je veux. Ce qui est là, c'est un programme d'extermination. Quand on bombarde des tentes avec des enfants dedans, il peut pas y avoir d'autre chose qu'une volonté d'exterminer un peuple. Bon, en tout cas, c'est ce que pense une bonne partie de la société française, ce que pense la Cour pénale internationale. Bon, qu'est-ce que je vous dise? Mais ces gens-là ne représentent pas les Israéliens. C'est ça, c'est toute la difficulté, elle est là. Et moi, je dis aux Israéliens, désertez
déjà, ne travaillez plus pour la mafia. Arrêtez. Rejoignez le camp de l'humanité. Hein. Alors il y a une sorte de paranoïa dans la communauté juive que j'ai découvert, c'est qu'ils ont la sensation d'être persécutés. Et c'est un syndrome extraordinaire parce que si des gens sont persécutés d'être persécutés par qui? Ben c'est ça. C'est par qui? Par des antisémites. C'est-à-dire le monde serait séparé entre les juifs et les antisémites. Non, il faut leur dire qu'on les aime, ces gens-là. Mais il faut qu'ils arrêtent de tuer nos frères de Palestine, quoi, de Gaza. Il faut leur dire que voilà, on n'a rien contre eux. Et justement, quand vous remarquez ça, quand vous remarquez cet esprit de persécution, est-ce que vous ne regrettez pas finalement d'avoir fait teshuva? Alors, déjà, faire teshuva, il faut être juif pour faire ça. Je ne suis pas juif et je ne le serai jamais. Je suis chrétien. Avec mon Ancien Testament, c'est même pas l'Ancien Testament des catholiques, c'est Nzamba, c'est l'Ancien Testament des peuples qui sont montrés du doigt comme étant primitifs ou je sais pas quoi. C'est la nature, et ensuite Jésus qui rassemble l'espèce humaine. Voilà. Il y a un Messie, les gens l'ont reconnu, d'autres ne l'ont pas reconnu. Bon, bref, moi je fais partie d'une partie de l'Afrique qui a reconnu Jésus. Et donc, en tant que chrétien, quand on est dans une situation de blocage, de guerre, parce que j'étais en confrontation avec la mafia depuis le départ, moi. Cette mafia qui se sert de la communauté juive comme d'un bouclier. Donc cette communauté qui est endoctrinée, qui, à un moment donné, sans le savoir, sans même connaître ce que je suis ou ce que je fais, a pensé sincèrement que je l'avais diffamé, que j'avais insulté les morts juifs, que j'avais... Bon, il était important pour moi de faire le premier pas, de dire, si vous pensez ça, je vous demande pardon, parce que ça n'est pas ce que je pense. Et moi, le pardon, il est au centre de ma foi. C'est-à-dire, Jésus demande pardon au monde. Il demande pardon à tout le monde. Et il pardonne tout le monde. Parce qu'il n'a pas pu, par sa grâce, amener la paix sur cette terre. Et le pape, d'ailleurs, le dernier, celui que j'ai apprécié, c'est Benoît XVI, dans son testament. Alors déjà, non seulement il a démissionné de sa fonction, ce qui est quand même lourd de signification, mais en plus de ça, il est resté 8 ans dans le silence, et il fait un testament où il demande pardon. Et ça m'a beaucoup inspiré, parce que je trouve que c'est central, le pardon. Il n'y aura pas de paix sans pardon. Il n'y aura pas d'humanité sans pardon. Le devoir de mémoire est une imposture. C'est une volonté de guerre permanente. Moi, je suis descendant d'esclaves, et je dis à mon propre peuple, il faudra pardonner. Même au peuple qu'il faudra pardonner. Mais pourquoi à ce moment-là? Pourquoi pas avant? Pourquoi pas après? Pourquoi à ce moment-là précisément? Alors, il y a eu la rencontre, il y a eu déjà la mort de Benoît XVI qui va, dans son testament, demander pardon aux chrétiens. Alors, pour moi, c'est le premier pape, c'est-à-dire il n'y en a pas eu d'autre. Parce que là, il est fidèle à la parole du Christ. Lui, il se situe plus au-dessus, il se situe avec et au milieu de nous. Et je trouve que ça m'a été fort. Donc ça, c'est intervenu peu de temps avant. Et puis, rencontre avec des Israéliens du Cameroun. J'ai un de mes frères qui est dans l'armée camerounaise qui m'a expliqué qu'effectivement, le lien entre les deux, ça a permis de face aux djihadistes de Boko Haram. Mais ce n'est pas des djihadistes, c'est des gangs armés, enfin, c'est des gangs de rue, enfin, ça n'a aucun sens, mais bon, avec énormément d'armement quand même. Et en France, ça a fait trembler tout le monde parce qu'ils étaient 14 au Bataclan. Là-bas, ils arrivent, ils débarquent à 500 ou 1000. Donc, avec des armes de guerre. Donc, il a fallu effectivement être un petit peu équipé. Et je pense que le Cameroun n'aurait pas pu se défendre sans une aide des renseignements qui venaient de pays avec des outils. Et donc, bon voilà. Donc, il y a eu vraiment, c'est en fraternité, ces rencontres. Et donc, j'ai trouvé que c'était le moment. C'était le moment puisque j'étais... Et je pensais qu'il fallait que je fasse le premier pas. Alors, ça n'a pas été compris par tout le monde. Il y a des gens qui m'ont dit non, c'est ni pardon ni oubli. Je dis oui, pour certains, pour la mafia, c'est ça. Mais c'est pas tous les juifs.
Donc déjà, je veux déjà faire la paix avec les Juifs qui pensent ça de moi. Les autres, c'est à eux de me demander pardon aujourd'hui. Donc, c'est à eux de me demander pardon de toute urgence. Parce que c'est la fin. Les autres, ce sont qui les autres? La mafia juive, la mafia, le CRIF. Parce qu'ils vont disparaître. Parce que des gens, alors encore une fois, la mafia juive qui ne représente pas les Juifs. Et j'invite les Juifs de France à prendre leur distance avec cette mafia qui les entraîne vers effectivement la catastrophe. Et donc je leur dis, il n'y a pas d'autre chemin. Alors moi, ça me vient de ma foi, mais j'ai discuté avec des musulmans, ils pensent la même chose. Ils pensent qu'effectivement, le pardon est au centre de leur foi aussi. Ils y associent souvent la justice. Il faut qu'il y ait la justice. Bon, c'est sûr que vous allez parler du pardon à des gens à Gaza aujourd'hui, c'est très très compliqué. Hein. Ou au Sud-Liban, j'ai énormément d'amis. Et pourtant, c'est la vérité. C'est la seule voie possible. Est-ce que vous comprenez que, par exemple, Alain Soral, avec qui vous étiez très proche, n'ait pas compris ce pardon? Moi, je suis un artiste, donc je suis pas un intellectuel. Je ne gère pas les choses de la même façon. Je lui ai dit, il m'a dit, mais c'est ni pardon ni oubli. Je lui ai dit, ça c'est la mafia qui pense comme ça. Il faut pas penser comme ça, là. Et moi, j'étais plutôt, non, mais toi aussi, demande pardon. De toute façon, il n'y a que des chrétiens pour faire le premier pas. Il faut faire, eux n'y arriveront pas. Et d'ailleurs, la plupart, après ma demande de pardon, les gens de la mafia ne peuvent pas. Ils vont droit dans la mort. Parce que eux, c'est ni pardon, ni oubli. Vous êtes un animal. Bon. Ces gens-là, quelle sera la réponse qui va leur être donnée dans l'histoire? La fin, leur fin est déjà écrite pour moi. La fin de Netanyahou, d'Israël, de cet Israël-là, est déjà terminée. Il va y en avoir un autre, avec peut-être des Juifs qui vont se réveiller. Alors, est-ce qu'ils vont reconnaître Jésus? Est-ce qu'ils vont... Je sais pas, bon, ça me paraît la solution la plus facile à mettre en place. Mais bon, les autres, ce sont vraiment des apôtres du diable. C'est la Camorra. C'est Tzahal, c'est la mort. Et je les plains, je n'ai pas de... Alors Alain, lui, en se positionnant, alors il attendait de voir, je pense qu'il a été un petit peu trop rapide dans ses réactions. Il peut pas y avoir de trahison quand on est sincère dans le pardon. Je suis d'accord avec lui. C'est à la mafia de nous demander pardon. Je suis d'accord. Mais ils peuvent pas, eux. Ils peuvent pas. Eux, ils vont dans la mort, tout chousse, droit devant, ils y vont. Mais nous, on est du côté de la vie. Donc, c'est ce que j'avais envie de lui dire. Mais Alain, on s'est reparlé depuis. Je pense qu'il commence à comprendre. Mais c'est une œuvre artistique, c'est vivant. Donc, même moi, je n'étais pas forcément à l'aise parce que j'étais face à mes adversaires, quand même. Et arriver avec ce bâton de pèlerin du pardon, je n'ai suivi que ma foi chrétienne. Hein. Autrement, rien ne m'invitait à faire ça. Mais je l'ai fait. Et je suis très content parce qu'aujourd'hui, je me suis extrait de la dualité. Je suis plus en guerre je suis résistant face à la mafia, bien sûr. Face au CRIF. Alors, ce qui est drôle, c'est que j'ai pu m'entretenir avec des gens de la mafia, avec qui j'avais été en guerre, et je leur ai expliqué la sincérité de ma démarche. Et ils m'ont dit non, jamais. Jusqu'à la fin des temps, il faudra que vous... J'ai dit, ah, c'est marrant. Et je leur ai dit, on va se retrouver, voilà. Et vous allez m'implorer la pitié. Et je vous l'accorderai. Parce que moi, je suis pas... c'est là où je dis à Alain, non, on a gagné, Alain. Donc maintenant, il faut qu'on soit au-dessus. On peut pas se permettre de rester face à des chiens comme ça, à aboyer. Non, maintenant, il faut être au-dessus et puis leur dire, écoutez, la vie, c'est aussi simple que ça. En tout cas, c'est une belle preuve de résilience,
d'une foi incommensurable, vraiment. La foi, elle est mise à l'épreuve chaque jour. Hein. Je pense chaque jour, on se lève, on ne sait pas si on va trahir celui qui nous inspire. Mais en tout cas, en empruntant le chemin du pardon, franchement, je ne me suis pas trompé. Bon, bah, je suis heureuse pour vous, en tout cas. En tout cas, vous vous êtes exprimé. Ouais. J'aimerais qu'on parle de l'artiste engagé. Vous avez été, pendant toute votre carrière, qui se poursuit encore, un véritable artiste engagé. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui, un artiste engagé en France? On en parle beaucoup à l'école. Par exemple, ça fait partie des programmes scolaires où on apprend aux enfants qu'est-ce qu'un artiste engagé. On va prendre ici et là quelques noms. Des conférences sont données sur ce thème, sur cette thématique d'artiste engagé. Qu'est-ce que c'est pour vous, le vrai artiste engagé? Est-ce que surtout, il existe encore en France? Alors, pour toute façon, je pense que toute personne qui monte sur une tribune et qui s'adresse au public, quand il est dans la lumière, comme ça, il est engagé. Alors, soit on est engagé, on est un artiste d'État, mais on s'engage en parlant. Et donc, moi, mon objectif, c'était de faire rire. Donc, je pense avoir été au bout, j'ai presque 60 ans bientôt, je crois avoir été au bout de mon travail, c'est-à-dire faire rire sur les choses difficiles. C'est Césaire, Aimé Césaire, qui me disait « Rire avec la souffrance nègre, vous allez déranger du monde ». C'est vrai, j'ai dérangé du monde, le pouvoir béquet, le pouvoir blanc, je l'ai dérangé, ouais. C'est vrai, et aujourd'hui encore. Mais je n'ai jamais quitté ce bâton de pèlerin de la farce. Après, il y a des gens plus sérieux, mais pour ça, on faisait une bonne équipe aussi avec Alain, on n'était pas sur le même segment. Et lui a essayé de décrypter les choses avec une vision qui était très différente. Et le duo a très très bien fonctionné. Il vous manque ce duo? Non, mais on s'entend bien. Je veux dire, on s'entend bien. La force pour moi d'un esprit comme celui d'Alain, c'est qu'il est comme moi chrétien, mais ouvert au pardon. Et ça, vraiment, je crois que même si il s'est focalisé à un moment donné en pensant que ma demande de pardon était une forme de trahison, je crois qu'il a compris que, et d'ailleurs, entre nous, ce pardon, il est présent. Quoi qu'il fasse, je reconnais ce qu'il a fait, et puis parfois il s'est un peu perdu, il est un peu impulsif, il écoute peut-être pas, il parle beaucoup et il laisse pas parler les autres, mais il a fait un travail admirable toutes ces années-là. Donc ça reste quelqu'un pour qui j'ai du respect et puis des souvenirs, quoi. Donc ça, personne ne pourra nous l'enlever. Et puis vous partagez les mêmes attaques. Lui est en Suisse, il peut pas y sortir, il peut pas venir en France en tout cas. Et puis vous êtes sous bracelet. Moi, je suis resté ici, c'est-à-dire que moi, comme lui, j'ai 3 ans de prison à faire. Là, c'est sous bracelet pour l'instant. Peut-être demain, ils décideront que je le fasse. Mais je comprends qu'on puisse ne pas avoir envie de rester ici. Moi, la prison ne me fait pas peur. Donc, s'il faut aller en prison, j'irai en prison. Mandela a fait 27 ans de prison. Pour moi, c'est un modèle. Moi, je suis un noir. Moi, je suis pas. Je suis relié à tout ça. Aller en prison, pour moi, c'est faire mon alia. J'ai envie de dire. C'est-à-dire, c'est la terre promise quelque part. Donc, soit c'est ça, soit c'est la corruption, enfin la compromission. Et non, ça non. Je préfère aller en prison que finir comme Kadhafi, mais parce que c'est indigne ce qui s'est passé avec lui, c'est immonde, mais c'est un grand homme, une mort admirable. Est-ce que vous avez reçu des menaces de mort? Oh, plein. Là, j'ai encore une plainte. Là, c'est 13 Israéliens là, qui sont dans Tsahal. Mais en même temps, j'ai des Israéliens aussi qui disent non, arrêtez, écoutez-le. Donc ça bouge. C'est là où je dis à Alain, non, il faut maintenant, si on devait être cohérent avec notre démarche, c'est que face à ce pogrom qui arrive, il faut qu'on
qu'on essaye de sauver un maximum de ces gens juifs qui ont été manipulés, quoi. Parce qu'en fait, ni moi ni Alain ne sommes antisémites, jamais. Jamais été. Par contre, ouais, on est profondément contre la mafia. Et c'est ça, toute la différence et Robert Faurisson n'avait rien d'un antisémite. J'ai vu, moi, Robert Faurisson faire pleurer un juif en lui expliquant que sa grand-mère, comment retrouver sa trace, parce qu'il était spécialisé là-dedans, quoi. Donc, si les gens savaient à quel point la mafia est puissante, je parle du CRIF, de la LICRA, l'UEG, tous ces gens-là, ils sont puissants dans la manipulation mentale. Les gens, et aujourd'hui, bon, ils s'aperçoivent qu'on avait raison un petit peu avant tout le monde. Bon. Oui, vous pensez qu'ils s'en aperçoivent? Non, la grande majorité, LFI qui me traitait d'antisémite il n'y a pas si longtemps que ça. Bon, voilà, je pense qu'aujourd'hui, bien évidemment, ils ne sont pas antisémites. Bien évidemment. Les étudiants de Sciences Po, bien évidemment, ils ne sont pas antisémites. Bien évidemment. Et le cas, par exemple, de l'humoriste Guillaume Meurice, qui risque le licenciement parce qu'il a comparé Netanyahou... il ne savait pas qu'il s'attaquait à la mafia, au parrain des parrains, de Cosa Nostra, Totorino. Et c'est-à-dire que lui, il a cru qu'on pouvait l'éter liberté, égalité, fraternité. Oui, ça, pour lui, c'est une blague. Mais ça, c'était le vernis. Il essayait d'approcher les limites pour voir jusqu'où il pouvait aller. Mais là, on touche pas le don, je l'appelle don Netanyahou. C'est-à-dire, lui, c'est le parrain de l'armée. Alors c'est peut-être pas le parrain c'est peut-être Rothschild ou je sais pas qui, mais bon, c'est en tout cas un capot d'un haut niveau. Donc là, en touchant, et en France, le CRIF, c'est directement la maison mère. C'est vraiment et puis derrière tout ça, on l'a vu avec l'affaire Epstein. On voit très bien, c'est les réseaux de trafic d'organes, pédophilie, il y a tout pornographie, la drogue, il y a tout en fait. Puis vous les avez quand même côtoyés de près finalement, cette communauté juive, puisque vous avez fait un long duo avec Elie Semoun. Alors, on a commencé avec Elie, mais c'est pareil, Elie, lui et sa famille, ils sont pas dans la mafia. Lui, c'est un copain de banlieue, il habite l'immeuble à côté, enfin, lui, ça n'a rien à voir. Le père travaillait à la poste, sa mère est morte, il était très jeune. Donc lui, il va rentrer dans la mafia, parce que c'est plus facile. C'est le système. C'est plus facile. Et puis, quand on est juif, c'est plus facile. Donc, il va se laisser corrompre. Mais il va perdre de sa flamme, on va dire, artistique et de son génie artistique en se soumettant aux trucs, aux politiques, c'est-à-dire là, il va manifester, non, c'est pas bien, tout en disant toujours n'importe quoi, c'est-à-dire la paix, la démocratie, enfin, voilà. Mais bon, c'est mon pote d'enfance, donc moi je l'ai vu sombrer là-dedans, et quand j'ai fait cette démarche de pardon, je me suis dit, bon voilà, Elie, c'est le moment. Il était trop là-dedans, il était trop... Et aujourd'hui, c'est moi qui dis, non, Elie, je peux plus te parler, parce que tu n'es plus... Tu fais vraiment partie maintenant des cadres de ceux qui disent c'est bien, c'est mal, t'es antisémite, t'es pas antisémite, mais tu te prends pour qui? Parce qu'il aimerait bien revenir vers merde. Non, mais j'ai envie de lui dire, parce que non, mais je pense qu'aujourd'hui il est plus en demande qu'avant. Mais il faut, au moment, pourquoi il a fait partie de ces gens de cette meute qui m'a lynché? Comment ce mec-là a pu être emmené à dire oui, il est antisémite? Non mais Elie, tu me connais quand même mieux que n'importe qui. Ça veut dire qu'est-ce que tu penses des Noirs, toi? On va en parler. Non mais il a toujours eu une sorte de regard un peu. Je me souviens de lui me disant oh, les femmes noires, c'est pas mon truc, j'aime pas. Bon, pourquoi pas? Non mais pourquoi pas? Mais moi je peux te dire que les juifs, c'est pas trop mon truc. Pourquoi pas? Je veux dire, ça c'est la réalité. Mais on arrivait à faire rire ensemble. Mais me traiter d'antisémite, alors que la mafia était en train d'organiser ce lynchage, de la part d'un ami d'enfance, j'ai trouvé ça incroyable. Et surtout que là, il avait l'occasion, au moment du pardon, de recoller, de refaire. Non. C'est-à-dire qu'il était plutôt dans une
dans une démarche de soumission. Il fallait que je rampe sur le sol devant lui et devant son talent de vendeur de Kinder Bueno. Non, mais j'ai dit, Élie, professionnellement, que tu aies collaboré pour te faire du fric et tu as fait n'importe quoi. Tu as tué ta carrière en faisant n'importe quoi. Bon, tu peux pas me reprocher, moi, de pas avoir joué et mis mon talent à l'épreuve contre vent et marée. C'est-à-dire que les arrêtés, les interdictions, j'ai tout eu. Bon, et je suis encore là. Toi, Élie, t'es sous perfusion. C'est-à-dire que, bon, si on ne donne pas la possibilité de faire ton Ducobu ou les 2-3 petites niches pour les trucs pour enfants, trucs du 3e âge, et des pubs pour du chocolat, tu peux plus vivre de tes spectacles. Tu peux plus, puisque ça fonctionne plus. Donc, il est dans un système où il est maintenu en survie. Donc ça, je le comprends. Mais au moment où je lui tends cette main au moment du pardon, là, c'est terrible de voir un ami en fait se communautariser, en plus avec les mauvaises personnes. Je regrette qu'il ait choisi la mafia. Il aurait dû choisir sa famille, les gens qui étaient autour de lui, ces juifs qui veulent pas de ça, quoi. Mais bon, il a gagné un peu d'argent, il a sa villa en Corse, il connaît des milliardaires, il est impressionné. Mais je comprends, je peux comprendre. Mais bon... Oui, mais c'est pas facile de choisir aussi le chemin que vous avez choisi, parce que l'objectif finalement c'était aussi de vous mettre plus bas que terre, si je peux dire. Non, il y avait cette volonté d'humiliation. Mais pour un noir, si vous voulez, c'est quelque chose qu'on a dans notre culture. Mais même financièrement aussi. Oui, financièrement. Financièrement aussi, ça a été certainement très difficile. Ah ben, ils ont tout fait. Ils ont bloqué les comptes, ils ont bloqué les trucs, ils ont absolument tout fait. Donc je peux pas dire... Mais... on peut pas m'empêcher de prendre mon bus, puis de faire une tournée, puis des gens, ils viennent, et puis voilà, je continue à vivre, à faire vivre, à permettre à mes enfants de manger, et puis je dois avoir un talent assez remarquable pour avoir survécu à ce programme d'extermination. Ouais. Mais c'est le public, c'est la relation que j'ai entretenue avec ces gens qui m'ont soutenu, et qui me soutiennent encore, puisque là, en plus, je suis parti avec un nouveau spectacle avec Jamel, là, et c'est extraordinaire. Là, maintenant, j'ai une autre génération, et puis c'est fou, parce que là, je sais que j'ai inspiré beaucoup de jeunes humoristes, et le fait de travailler avec Jamel, ça fait du bien. Et ça, c'est encore dans la démarche de pardon. Tout ça, c'est dans la continuité. Et la transmission aussi. Oui, transmission. Mais tout ça, ça fait partie d'un lâcher-prise. Et je pense que le pardon, c'est le lâcher-prise qui est arrivé à mon... Et j'invite d'ailleurs à Alain aussi à aller dans cette direction. C'est bon, on n'a rien à prouver maintenant. Il faut juste lâcher prise et puis aider ce monde à aller mieux. Voilà, si c'est possible. Qu'ils vous entendent alors. Ouais. On va parler justement de ce nouveau spectacle, ce duo que vous allez mener, enfin que vous avez commencé à mener peut-être. Oui, j'ai commencé cette semaine. Avec Jamel Caïbou qui est lui imitateur. Alors le spectacle c'est Jamel et la Bête. Vous allez être en tournée dans toute la France finalement. Je sais pas quand passera cette émission, mais on a 3 dates. Le plus rapidement possible en tout cas. Ben, on a 3 dates à Paris, je crois que c'est le 19, 20, 21, dans une salle. Donc, c'est mon retour dans une salle à Paris. Vous connaissez le nom de la salle ou pas? Alors, j'attends que tout soit signé et que les avocats parce qu'il risque d'y avoir quelques pressions. Mais en même temps, Jamel, c'est un parcours exceptionnel parce qu'il a été flic, lui, avant. Avant d'être humoriste, c'était un flic. Et un flic très bien noté, il a été militaire et flic. Donc, c'est quelqu'un qui a un parcours... En termes d'intégration, on peut pas faire beaucoup mieux que ça. Donc, je vais jouer avec un flic. Et comment vous êtes rencontrés? Jamel et la Bête, oui. Ouais, Jamel... la Bête, c'est vous, Jamel, c'est lui. C'est ça, Jamel et la Bête. Et Jamel, j'avais vu des vidéos, j'étais vraiment extrêmement étonné. Incroyable, notamment Élie. Il imitait, j'avais jamais vu une imitation d'Élie, et puis je me suis dit, ça serait marrant qu'on fasse un sketch, Élie et Dieudonné, le retour avec Jamel, puisque Élie, ça semblait vraiment impossible. Même si j'y ai cru jusqu'à il y a 1 an. D'accord. J'y ai cru, je pensais que ça serait bien, parce que on a un lien quand même, c'est le temps qui passe, c'est un ami d'enfance. Ça, on peut pas retirer tout ce qu'on a fait, les rêves qu'on a eu, tout ça. Donc ça restait possible pour moi. Et puis là,
alors que tout était là, tout était possible. Le fait qu'il ait lâché cette main, bon, je me suis dit bon, ok, c'est la vie. Et là, je pense que Jamel est arrivé à ce moment-là. Et voilà, on s'est rencontrés. Il a réfléchi longuement parce que c'est un engagement. Et par rapport à ses valeurs, par rapport à, il m'a pas suivi. Il m'a suivi en tant qu'humoriste, pas tout le bordel politique qu'il y avait. Donc il m'a suivi vraiment en tant qu'humoriste. Puis il est d'origine algérienne. Et puis la Palestine, pour eux, il y a pas de question, quoi, soutien. Et donc on s'est retrouvés sur ces sujets-là. Et puis voilà, on a fait un spectacle qui est absolument extraordinaire. Les retours sont extraordinaires. Là, on est encore en rodage, mais pour moi, c'est des possibilités infinies. C'est-à-dire que il me permet de reformer le duo avec Elie pendant un sketch. Il me permet de faire de m'expliquer avec Jean-Marie Bigard, on devait faire un spectacle. Oui, il me permet d'être un chef d'État africain qui parle à Macron. Il me permet, de tellement de choses. Et donc les gens sont vraiment scotchés pendant tout le temps du spectacle. Ils regardent ça. Ah. Et puis en deuxième partie, j'ai un spectacle tout seul. Il s'appelle Dieudonné sous emprise. Et voilà. Et donc c'est vraiment presque une après-midi. Puis on fait ça les vendredis, enfin vendredi, samedi, dimanche, surtout les samedis, dimanches. Donc ça commence tôt, puis ça se termine assez tard. Et puis voilà, puis il y a une petite activité au milieu, il y a des chanteurs, c'est une sorte de mini-festival. Et puis il y a Francis Lalanne qui passe aussi de temps en temps pour parler des européennes. Donc voilà, je suis content parce que bon là, il y a plus d'arrêtés, je croise les doigts. On est passé dans une autre époque, donc tant mieux. On a hâte de vous revoir sur scène en tout cas. Ben venez, vous êtes les bienvenus au mois de juin là. Ça va être l'occasion dans une salle. Je vous donnerai là mais hors caméra, parce que quand ça sera diffusé, vous mettrez un lien. Bien sûr. Et puis les gens viendront. Puis on rappellera toutes les dates qui sont d'ailleurs disponible sur votre site internet, je crois. Ouais. On va dire un mot de votre engagement politique tout de même, puisque vous êtes aux côtés de Francis Lalanne. Oui, alors c'est liste France Libre. Donc on est dans nos têtes d'artistes une zone libre, on va dire, de la France, occupée par la mafia. Et donc c'est Francis qui a, moi depuis longtemps j'étais abstentionniste. Hein. Je pense que la mafia a tout verrouillé. Hein. Je lui avais dit à Francis, j'y crois pas, parce que déjà rien que te présenter, il faut que tu aies 1 million d'euros. Comment tu veux faire, Francis? Si tu fais pas partie de la mafia, t'as pas de liste. Tous ceux qui ont des bulletins et des affiches sont dans la mafia, puisqu'il faut avoir un apport d'1 million d'euros. Comment voulez-vous que... Là, j'ai vu des affiches de Philippot. D'où vient cet argent? Il ne fera pas le pourcentage nécessaire pour être remboursé. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qui paye? C'est la mafia. Donc, voilà, c'est clair. Donc là, nous, on fait pas partie de la mafia, mais il y a une énergie incroyable. Francis, il a emmené tout ça, il a réussi à monter la liste, il a déposé, c'est incroyable. Il va y avoir un clip sur le service public où il y a moi et Francis qui parlons, moi avec mon bracelet électronique. Je vais être le seul candidat sous bracelet électronique, ce qui devrait plaire, je pense, et les gens vont se reconnaître dans les gilets jaunes. Faut pas rêver, on est tous sous bracelet, sous contrôle total de cet État mafieux. Donc moi, je suis celui qui, je peux pas tricher, je peux pas être plus sincère que ça. J'ai un bracelet à la patte. Je ne fais pas partie de la mafia. Tous les autres qui sont financés, réfléchissez une seconde. C'est-à-dire, ne rentrent dans le jeu que ceux qui sont validés. Alors bon, nous, on n'est pas validés. Donc c'est une liste intéressante, France Libre, avec des artistes un peu fous. Francis est complètement taré, mais c'est ce qui me plaît aussi, parce que je le suis aussi. On est dans une grande cage aux fous, et il faut des fous parfois pour pouvoir dénoncer les choses. Et notre slogan, il est simple, c'est « Ils vont tous à la gamelle, nous on va à la quenelle ». Donc on va glisser des quenelles dans le fion de la mafia, et puis alors est-ce qu'on va avoir l'argent? Parce qu'il faut l'argent pour que les gens
aient leur bulletin, qu'ils puissent prendre le bulletin. Mais il est possible aussi de faire fabriquer son bulletin. Donc envoyer un PDF et les gens le fabriquent eux-mêmes et le mettent. Donc en fait, il y a des possibilités. Des alternatives. Ouais, des alternatives. Mais bon, jusqu'à présent, il y a quelques alternatives. Donc on va être sur le terrain, nous, de la subversion et de l'alternative. Il y a tellement de choses. Alors, il y a des gilets jaunes, il y a tout un tas de gens dans cette liste, des gens. C'est vraiment une liste citoyenne avec des gens qui viennent de partout. Tous les chemins mènent à la France libre, on va dire. Et il y a des anciens flics, il y a des anciens détenus, il y a des enfin bon, il y a de tout. Et des anciens profs. Enfin, je dis ça, c'est pour les vieux, mais il y a aussi des jeunes, des très jeunes. Il y a tout. Il y a tout le monde. Et donc ces gens-là, ils ont accepté que moi et Francis, on s'occupe de la communication de cette liste. Parce que l'idée, c'est que des artistes, tant qu'à voter pour des humoristes, autant voter pour des professionnels. Autant, je pense que on est dans le temps de la grâce, de l'élégance. Les autres sont très très vulgaires. Là, j'ai vu des extraits de ce qu'on nous propose comme débat. Alors, c'était Attal et Bardella. C'est une telle vulgarité. Ce sont les mêmes. Et là, on essaye de nous refaire, on va dire, une nouvelle génération d'exactement les mêmes personnes. Alors on les a vus saluer en plus avec un petit signe franc-maçon, tout ça. C'est hallucinant. On est dans un monde. Vous avez vu qu'Emmanuel Macron aimerait débattre avec Marine Le Pen là avant les européennes. C'est normal puisque c'est grâce à Marine Le Pen qu'il est là. Donc lui, on casse pas une équipe. Cette élection ne le concerne pas. Hein. On casse pas une équipe qui gagne. Lui, pour lui, c'est le mode d'emploi pour la victoire. Marine Le Pen, en échange, elle sera peut-être première ministre, peut-être quand Bardella va gagner. Après, il va y avoir des élections, il va dissoudre l'Assemblée. Tout ça est une grande mascarade. Et puis, qu'est-ce que ça peut changer? Bon, dans Marine Le Pen sur la Nouvelle-Calédonie, j'ai vu qu'elle avait un petit peu, ce qu'eux appellent la Nouvelle-Calédonie, elle a un peu changé d'avis, la position traditionnelle, normalement de la droite sioniste, extrême droite sioniste, mafieuse, on va dire, c'était de dire non, on s'en fout des négros là-bas, c'est la France. Là, c'est bon, référendum peut-être. C'est très très compliqué pour une Marine Le Pen de dire la France aux Français et la Canadie aux Français. Et pourquoi pas l'Afrique aux Français et la Chine aux Français. Non, Marine Le Pen, il faut à un moment donné revoir un peu les positions. Donc là, je pense que ça est en train de faire un petit bout de chemin dans sa tête, là, c'est plutôt pas mal. Mais bon, moi, je pense que son père avait un véritable engagement contre la mafia, il pensait vraiment, alors que elle a pris la décision de collaborer. Voilà. C'est ce que lui aussi a dit, d'ailleurs. Ouais. C'était son discours à Jean-Marie Le Pen. Moi, j'ai grandi dans la haine du Front National, dans la haine envers Jean-Marie Le Pen, SOS racisme, toute cette propagande, j'en ai fait partie. Hein, et puis, jusqu'à ce que je le rencontre et que je comprenne à quel point on a été manipulé. On n'était pas plus raciste évidemment que Mitterrand et que tout est certainement beaucoup moins raciste que le CRIF, la LICRA, l'UEJF, qui sont vraiment des organes négrophobes, islamophobes, enfin tout, et anti-blanc et anti-catholique, ils ont toutes les qualités nécessaires pour occuper le pouvoir aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les élections européennes? De glisser un maximum de quenelles ou il y a un autre objectif? Non, on va glisser un maximum de quenelles. Bon, je pense que là, il va y avoir plusieurs étapes. À partir de demain, je crois, il y a un clip qu'on a tourné, moi et Francis, qui va passer sur le service public. C'est quand même incroyable. Après avoir été interdit partout. Donc, je pense que c'est une démarche artistique très puissante. Dans la continuité de Coluche et de Balavoine, tout ça, c'est que des artistes, tout d'un coup, utilisent... Vous ne serez pas censuré sur le service public? Non, c'est ça qui... on va voir, mais ça va être extraordinaire. Ça sera demain, donc on va le savoir demain. Je crois qu'ils ont censuré le geste de la quenelle, ce qui est étrange parce que le ministre de la Justice, donc Dupond-Moretti, a fait une quenelle au milieu de l'Assemblée nationale, de l'hémicycle. Donc pourquoi lui aurait droit de faire ça? Et nous, et moi l'inventeur de la quenelle, qui est un geste de nègre, un geste d'émancipation des esclaves,
évidemment, un maximum de Français se considèrent comme esclaves d'un système injuste et d'une mafia. Donc, il y a des Français qui se sentent nègres aujourd'hui. Tant mieux. Oui, bien sûr, vous êtes noirs. Vous êtes, et être traité comme un animal, être injustement, ça, bienvenue au club. Vous allez comprendre comment ça se passe. Mais il y a un grand mouvement national, international qui est en train de se mettre en place. Les Kanaks, ce sont des gilets jaunes noirs. Il y a les mêmes en Guadeloupe, en Martinique et en Afrique. Et ce sont les mêmes. Et eux, ils se sont débarrassés. Ils ont été au bout. Et d'ailleurs, je crois que Macron a renvoyé des militaires en Kanaki. Je leur dis à ces militaires, rentrez, vous n'avez rien à faire. Rentrez chez vous, en Charente-Maritime, en Pays de la Loire, tout ça. Allez-y, ou je sais pas quoi, dans le Nord. Vous n'avez rien à faire dans un pays qui est un pays ami, qui est la Kanaki. Mais voilà, je demande aussi au préfet, rentrez. Le préfet n'a plus rien à voir. Vous n'êtes pas préfet, vous êtes préfet en France, mais pas en Kanaki. Mais ça, c'est... Alors j'attends, moi, vraiment beaucoup maintenant de ce Conseil national de transition, dont j'aurai l'honneur d'être le porte-parole, et pour pouvoir aller en Afrique, ou tout le moins avoir... Et puis avoir le soutien maintenant de ces pays qui se sont fraîchement émancipés de la tutelle française, pour qu'ils apportent le soutien au Kanak, quand même. En tout cas, on se tiendra informé. Pour terminer, en ce qui concerne l'humour, pendant encore combien de temps vous allez continuer à nous faire rire et à Alors là, votre j'ai métier. quelques années de bracelet devant moi, donc je vais voir ce qui se passe, mais une fois que j'ai plus le bracelet, on verra comment. De toute façon, c'est tellement politique, c'est pas moi qui gère, c'est même pas un juge. Il y a un juge d'application des peines et tout, mais bon, c'est pas... Tout ça est très très politique, donc on va voir comment ça se passe. Et ensuite, moi, ma place, elle est ensuite au Cameroun, donc où j'ai plein de choses à faire là-bas et finir mon existence tranquillement avec ma famille. Et on a plein de choses, puis il y a plein de Franco-Camerounais aussi qui investissent là-bas. Je pense que c'est important maintenant de développer un endroit, c'est extraordinaire, quoi. Il y a tout, il y a les matières premières, il y a la richesse. Et même les Français, il y a beaucoup de Français qui viennent blancs, Français de père et de mère, qui viennent là-bas s'installer parce qu'on parle le français, parce qu'il y a tout à faire en réalité, et que c'est un pays extrêmement riche. Et donc, et vous voyez, ils sont accueillis là-bas, il n'y a pas de problème d'immigration, de couleur de peau, de je ne sais quoi. Oui. Donc c'est non, on se sent mieux là-bas. Et puis il y a cette grande différence donc avec la France, c'est que la mafia existe, mais que elle laisse faire. Il y a plus de liberté qu'ici. Où ici, vous êtes entièrement jeune. Être jeune et entrepreneur en France, bon, c'est très très compliqué. Il vaut mieux aller en Asie, en Afrique. Donc moi j'ai mes enfants aussi qui s'investissent là-bas, donc c'est très bien. Puis il y a des retraités comme Yannick Noah, tout ça, avec qui j'entretiens de bonnes relations. Donc eh ben, j'espère que avant que vous ne repartiez au Cameroun, vous reviendrez nous voir, en tout cas avec plaisir. Dans notre studio. Eh bien, merci beaucoup, Dieudonné Mbala. C'est moi qui vous remercie. D'avoir été notre invité, d'avoir fait le déplacement sous bracelet électronique. Ouais. Merci infiniment. Merci. Je vous invite à signer notre livre d'or si vous êtes d'accord. Nous laisser un petit mot.